Rebonjour aux gens du Québec sur la chaîne principale de Radio-Canada et sur RD et sur, bien sûr, radiocanada.ca, sur Facebook. Je vous salue. Je le fais rarement, mais bien sûr qu'on sait que vous êtes très, très nombreux sur toutes les plateformes numériques possibles à nous écouter. On apprécie vous lire également. Et vraiment, je le disais il y a quelques jours, il y a beaucoup d'insomniaques parce que 24 heures sur 24, à peu près au même rythme, on reçoit des courriels que nous lisons et que nous dispersons selon les spécialités. Gérald d'un côté, nos médecins de l'autre, etc. Alors, Sébastien Bovet, il sera question, on le disait il y a une seconde, bien sûr, de la situation extrêmement préoccupante dans les CHSLD aujourd'hui. C'est incontournable. Des modèles. Puis peut-être, bon, a-t-on le temps? On va avoir le temps d'un petit moment léger. Allons-y. Après la fée des dents, M. Legault s'est attaqué à envelopper le lapin de Pâques. Comme l'avait fait Doug Ford la veille et comme l'avait fait aussi la première ministre de la Nouvelle-Zélande. On écoute l'extrait? Écoutons l'extrait de M. Legault. J'ai une bonne nouvelle. On me dit que le lapin de Pâques, d'abord, fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé. Donc, les enfants vont pouvoir recevoir leur chocolat. Donc, joyeuse Pâques à tous les Québécois. Il y a eu un appel fait hier et on parlera demain au Monseigneur Lépine, entre autres, et à d'autres. Il y a eu un appel fait aux leaders religieux pour encourager les gens et, en fait, les décourager d'aller... C'est fermer les églises, les lieux de rassemblement de culte. Oubliez ça, là. Priez chez vous. Rassemblez-vous virtuellement avec votre famille. Oui, et même s'il peut y avoir de la pression, même si ça fait partie de la tradition, on est dans une situation exceptionnelle, les traditions ne tiennent plus, et en particulier celles qui prévoient des rassemblements. Donc, évidemment, les lieux de culte, c'est sûr que c'est fermé, mais il pourrait y avoir des rassemblements chez des gens. Donc, non, c'est pas le temps de manger. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Arruda? Le jambon à l'ananas. Oui. Alors, certains disaient que de toute façon, c'est pas très bon. Moi, je vous avoue que je suis pas un amateur. Comment ça, c'est pas très bon? Ah oui, bon, d'accord. Ma mère m'a écrit après, Sébastien, en disant qu'elle avait fait son jambon à l'ananas, qui est très bon. Elle ne vous invitera pas pour le manger. Elle a dit, j'en ai pour plusieurs mois, donc, à le manger, parce que je suis seule. Alors, il ne faut pas oublier d'appeler nos parents, d'ailleurs. Alors, chacun ses goûts. Voilà, c'est ça que ça démontre. Chacun ses goûts. Voilà, alors vous voyez, mesdames et messieurs, François Legault, Mme Mécan, Dr Arruda, qui vont prendre place pour ce point de presse quotidien. La situation préoccupante, la situation que l'on surveille, c'est dans les CHSLD. Comment contenir, une fois que c'est entré, comment physiquement contenir, comment avoir assez de personnel. Là, je pense qu'on parlait de l'analogie de la brigade qui doit être envoyée. M. Legault a fait des annonces. Est-ce qu'on peut être plus précis aujourd'hui sur combien de gens ont été envoyés, où, dans quelle région du Québec? On parlait au docteur Lucier, qui est Côte-des-Neiges, dans un quartier très touché, d'ailleurs, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à l'hôpital, pour personnes âgées là-bas, qui nous disait, c'est grave, oui, on est inquiet, et peut-être qu'on s'est mal préparé. Il sera le moment de faire des grandes analyses là-dessus, mais là, il faut agir maintenant. Et si vous me permettez, dans son message Facebook, M. Legault dit « Protéger les personnes âgées vulnérables, c'est notre mission prioritaire ». Voilà. Alors, on laisse la parole au premier ministre et on se parle tout de suite après, mesdames et messieurs. À tout de suite. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. D'abord, bonjour tout le monde, bonjour aux journalistes, bonjour aux gens qui nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, je veux vous parler des personnes âgées. On le dit depuis le début, les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs, quand on regarde les décès qu'on a à Québec, au Québec à ce jour, 89 % des décès sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit là, il faut vraiment, puis on le dit depuis le début, apporter une attention particulière, autant les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes. Puis oui,
il y a des transferts qui se font des CHSLD aux hôpitaux, puis aussi des maisons quand il y a des difficultés vers les hôpitaux. Donc, important, là, d'abord, dans les résidences personnes âgées, bien, je veux vous rappeler qu'on a pris rapidement des mesures assez strictes. Rappelez-vous, au début, on a tout de suite interdit les visites. On a tout de suite augmenté le budget de 133 millions. Et on est en train, actuellement, parce qu'il y a une un moins grand nombre de personnes que prévu dans les hôpitaux, de prendre une partie du personnel, les infirmières, puis les médecins, puis les envoyer dans les CHSLD, puis les résidentes. D'ailleurs, tantôt, je vais passer la parole à Daniel qui va vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé, puis on va continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils ont le virus. Donc, autant les employés que les résidents, résidentes, là, on va tester tout le monde pour bien connaître la situation, puis bien suivre les endroits où c'est plus difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Idéalement, pas de contact, donc on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir 2 mètres, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette, là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance. La dernière affaire qu'on veut, c'est que des personnes de plus de 70 ans attrapent le virus. Donc, il faut toujours se garder ça en tête. Puis, c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, moi, le premier, je suis habitué toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère. Mais là, je n'irai pas chez ma mère. Je vais l'appeler, par contre, dimanche, mais je n'irai pas chez ma mère. Donc, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès, donc on a maintenant 175 décès. Évidemment, je vais offrir mes condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 10 031 cas confirmés, c'est une augmentation de 691. On a 632 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 49. Puis dans les 682, il y en a 181 personnes qui sont aux soins intensifs, donc une augmentation de seulement 17. Puis, pardon, je veux vous dire, il faut que je tousse dans mon coude, excusez, la prochaine fois. Vous dire, ça fait quelques jours là, qu'on voit que c'est vraiment en train de se stabiliser dans les hospitalisations. C'est vraiment une bonne nouvelle, là. Ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. On est en train, si ça continue comme ça, de la gagner, cette bataille-là. Donc, c'est encourageant. Ça nous amène à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerces. Mais je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore des journées comme on a eu dans les dernières journées, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations, du nombre de personnes aux soins intensifs, mais ça ne nous empêche pas de se préparer. Puis je veux peut-être parler aux entrepreneurs, aux propriétaires, aux dirigeants d'entreprises et de commerce, un peu vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important d'abord de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable, là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants et des propriétaires de rester à 2 mètres, que les employés soient capables en tout temps d'être à 2 mètres de leurs collègues et à 2 mètres
si c'est le cas, là, des clients. Donc ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le 2 mètres, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois. On peut bien, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Donc, il faut s'habituer à cette consigne-là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises, des commerces, bien, il y a aussi, ça déboule sur, entre autres, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des travailleurs? Donc, évidemment, plus difficile de respecter le 2 mètres dans les écoles, dans les services de garde. Donc, il faut se poser des questions. Si on veut que les travailleurs retournent travailler, bien, qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun aussi? Puis les heures de pointe. Donc, on va demander dans les prochains jours aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun aux 2 heures de pointe le matin, puis en fin d'après-midi, parce qu'on ne veut pas, évidemment, entasser les gens là, dans les autobus, les trains, les métros. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est pas si simple. Il y en a, je vois certains commentaires de personnes qui disent, bien, tous les commerces qui sont à 2 mètres devraient tous être réouverts demain matin. Oui, mais là, on fait quoi avec les enfants? On fait quoi avec les employés qui se rendent par transport en commun? Donc, il faut prendre des précautions. Oui, moi, je suis optimiste qu'on soit capable, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces, mais il faut être prudent, puis il faut faire appel à la responsabilité là, des employeurs dans ce dossier-là. Puis il faut que les chiffres continuent à se stabiliser. Puis pour que les chiffres continue à se stabiliser, bien, il faut donner un dernier coup. Donc, je sais qu'on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester discipliné. Je veux maintenant revenir sur les scénarios qui ont été présentés hier par les experts de la santé publique. Pour moi, il y a 2 données qui sont très rassurantes. D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents scénarios. Vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable si c'est nécessaire. On ne pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec respirateur si le scénario pessimiste arrivait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue hier de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit au respect des consignes par les Québécois. Donc, moi, je pense qu'on peut être fiers des résultats qu'on a jusqu'à présent, tout en se disant, il ne faut surtout pas relâcher, il faut continuer. On est bien parti, on est dans la bonne direction. Les remerciements du jour. Bien, je veux les faire, justement, ces remerciements pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD puis les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage. Il y a du renfort qui s'en vient et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont très difficiles dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans ces résidences. Puis, je termine en vous, peut-être en me concentrant sur la consigne du 2 mètres, parce que il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, évidemment, là, c'est une nouvelle culture, donc pas question
de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, je conclue en vous disant, les données des derniers jours me rendent optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble. Je suis vraiment fier du travail qui a été fait par les Québécois qui ont été unis depuis le début. Il faut juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir de cette crise et puis être capable de revoir un début de vie normale rapidement. Merci. Quelques mots en anglais. Oui. Good afternoon. Bonjour. Depuis le début de la crise, nous savons que les plus vulnérables entre nous sont les aînés. Nous concentrons nos efforts sur les résidences pour aînés, mais il est également très important que tous maintiennent le 2 mètres de distance physique avec chaque aîné. Nous travaillons déjà avec notre expert et nos experts en santé publique pour préparer le début de la fin de la pause économique, plus tôt que tard. Mais il nous faut nous assurer que nous redémarrions l'économie sans relancer la pandémie. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur de continuer tous ces efforts de confinement et de distance, mais comme nous le disons en anglais, les averses d'avril amènent les fleurs de mai. Donc, merci à tout un chacun. À Daniel, qui va vous parler du plan là, pour les résidences de personnes âgées. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre vient d'en parler. Moi, je peux vous dire que j'ai des contacts très fréquents avec ma collègue, la ministre responsable des aînés, Mme Marguerite Blais, et que nous sommes toutes les deux préoccupées par la situation dans plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées. Alors, on le dit depuis le début, là, notre mission prioritaire, c'est de protéger l'ensemble de la population, mais particulièrement nos personnes aînées, et il n'y a rien qui va être épargné. Alors, je vous rappelle, comme l'a fait le premier ministre, que même on a posé beaucoup de gestes concrets au cours des dernières semaines, par exemple, 133 millions pour soutenir les milieux de vie dans le secteur privé. Ça va servir, ça sert maintenant à ajouter du personnel, à bonifier aussi des mesures de sécurité et de protection pour nos personnes aînées. On distribue également le matériel de protection à la grandeur là, des CHSLD et des résidences personnes âgées, et on dépiste de façon prioritaire et de façon systématique dans les milieux de vie des personnes âgées et vulnérables. On le dit, actuellement, nos centres hospitaliers, ils prennent en charge moins de personnes infectées que ce qu'on avait prévu, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la grande majorité des personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Alors, c'est une bonne nouvelle, et ça démontre, comme on le dit depuis quelque temps, que nos efforts là, comme population ont porté fruit. On en est très, très reconnaissant. Alors, on vit une situation qui est meilleure à cause des efforts de notre population. Mais ça nous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que cette situation-là m'a amené à contacter plusieurs partenaires. J'ai d'abord, comme je l'ai dit en début de semaine, parlé aux présidents directeurs généraux de tous les établissements du Québec. J'ai parlé aux fédérations des médecins spécialistes et des médecins de famille. J'ai aussi parlé à la Fédération interprofessionnelle du Québec, les infirmières, les inhalothérapeutes, et pour qu'on utilise les ressources en milieu hospitalier, qu'on les déplace vers les CHSLD et les autres milieux de vie. Alors ça, c'est en cours actuellement. On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement. Il va y avoir également des infirmières et des infirmiers, la présidente de la FIC me le confirmait, des préposés aux bénéficiaires qui vont venir en renfort et aussi des gestionnaires. Alors, on a lancé un appel par l'initiative Je contribue, vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche. Et ça va nous permettre d'avoir des équipes, et ça, c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement, pas que les gens se promènent entre établissements, et par unité. Ça aussi, c'est fondamental, que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, qui est déjà fait même dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Puis je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec. C'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés. Merci. Merci. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour la période des questions en français, donc en limitant, dans la mesure du possible, la durée de vos interventions. Nous allons débuter avec Hugo Lavallée de Radio-Canada. Oui, bonjour. Concernant la situation spécifique du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, on a entendu des allégations assez troublantes émerger au cours des dernières heures. Des représentants syndicaux qui disent que des employés avaient des symptômes, qu'ils l'avaient signalé à leur employeur, qu'on leur a quand même demandé de se présenter au travail. Des gens qui évoquent un manque d'équipement. Une infirmière qui racontait sur les médias sociaux avoir été envoyée en renfort, mais qu'une fois sur place, on ne l'avait pas aidée, on ne l'a pas formée. Est-ce que cette situation-là est normale? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent s'appliquer dans ce CHSLD-là précisément? Oui, effectivement. Et je pense que M. Dr Arruda va parler d'enquête épidémiologique qu'il va falloir faire. Et je vais lui donner la parole tout de suite après. Parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Laval. Mais maintenant, et même c'est commencé depuis le début, on a ajouté du personnel. On a ajouté 70 personnes au CHSLD Laval, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires. Alors, il y a toute une équipe additionnelle qui est venue prêter main forte au CHSLD Laval, parce que c'est ça qu'il faut faire, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Il faut ajouter du personnel pour pouvoir dédier des équipes dans chaque unité. Il ne faut pas non plus que les gens se promènent d'un établissement à l'autre. Et c'est ce qu'on fait actuellement au CHSLD Laval. Mais quant à la situation qui s'est passée, moi, je l'ai dit dans le passé, et c'est toujours la même consigne. Des gens qui sont symptomatiques ne peuvent pas aller au travail. Alors, quand on est symptomatique, on n'est pas au travail. Peut-être un peu pour documenter la situation. Là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a aussi une notion qui est quand même assez récente, qui avait été donnée comme hypothèse, mais des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent avoir la maladie. Il y aurait même des personnes âgées asymptomatiques qui auraient eu des tests qui sont la maladie. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation là, pour revoir tout ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place. Les actions sont mises en place pour le gérer. Je veux quand même rapporter, et d'autres gériatres l'ont dit, c'est pas parce qu'on a été infecté, même à un certain âge, qu'on va nécessairement mourir de cette maladie-là. Il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vont avoir été en CHSLD infectées avec un test vont mourir. Souvent, les personnes qui décèdent, malheureusement, c'est des gens qui ont des conditions déjà sous-jacentes. Donc, est-ce que... Et ça, en testant tout le monde aussi dans les centres, ça va nous permettre de mieux estimer quel est le risque des gens et quelles sont les conditions qui vont faire que certaines personnes vont décéder ou pas. On sait que l'âge est un facteur important.
On sait que les comorbidités sont importantes. Donc, ça pour vous dire que, dans le fond, on met les mesures en place, indépendamment de l'enquête. Là. On va faire ça. Mais on va enquêter sur cet épisode et d'autres, s'il y en a d'autres qui s'installent au Québec. Rapidement, sous question. Oui, on a entendu de façon plus générale concernant les CHSLD, des médecins qui pratiquent dans ces établissements au cours des dernières heures dire, dans certains cas, il vaut mieux se préparer psychologiquement. Là, le mal est fait. Il va y avoir des décès en nombre important dans certains établissements. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là? Bien, écoutez, c'est sûr que on voit la situation, ce qu'on voit dans la proportion de décès, c'est près de 50 des décès. Là, on en a 175 qui sont des personnes qui sont dans des CHSLD. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais là, on renforce encore plus. C'est qu'on veut protéger ces personnes-là, mais on veut aussi protéger le personnel, les deux. Et dans ce sens-là, on veut soutenir notre personnel. Je peux comprendre que le personnel est inquiet et c'est pour ça qu'on dit qu'on va déplacer des équipes qui viennent de d'autres secteurs et de façon massive pour qu'ils viennent prêter main forte. Et on veut les soutenir aussi avec des infirmières en prévention des infections. On veut les soutenir avec des équipes multidisciplinaires. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la situation, là, on y voit et on va s'assurer que tout est fait pour avoir une organisation la meilleure possible pour protéger notre personnel, mais surtout protéger aussi nos personnes aînées. Fanny, une information pour renforcer le point qu'a dit le premier ministre. On a quand même 25 des gens qui sont décédés qui étaient à domicile. Donc, c'est sûr qu'au CHSLD, on a une concentration de gens très malades, à risque, et c'est là que le foyer principal est près de 50 mais il y en a quand même un quart qui se retrouve à domicile. Donc, les visites aux parents le week-end de la fête, pas de la fête des mères, mais de Pâques, c'est à éviter parce qu'il y en a certains qui pourraient être fragilisés. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour, Madame McCann. Vous parlez, par exemple, de 450 médecins qui sont prêts immédiatement à prêter main forte. Comment ces ressources-là vont être déployées dans le réseau et selon quelle priorité? Est-ce qu'on va prioriser les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées? Comment ça va être choisi, là, où on va envoyer les ressources en premier? Bien, c'est sûr qu'on va faire un effort particulier au niveau des CHSLD, mais on n'oublie pas les résidences pour personnes âgées plus autonomes, là, les RPA, et les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. On a des contacts fréquents, très soutenus avec les RPA et les RIRTF par notre équipe de maintien à domicile. Et il est très important de les soutenir beaucoup. Ces ressources-là qui ont moins de moyens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi 133 millions pour ajouter des moyens. Donc, on va s'assurer qu'il y a des infirmières qui sont en lien avec ces ressources pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art au niveau de la prévention des infections. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les personnes sur place, mais on veut aussi s'assurer qu'il y a de l'ajout de personnel. On veut aider ces ressources à trouver du personnel également. Alors, on veut aider vraiment tous les milieux où se trouvent nos personnes aînées. Autre question. Puis, quel est le plan de match pour les résidences où il n'y a pas d'éclosion encore, qui sont pour l'instant épargnées? C'est quoi la stratégie, compte tenu que nos ressources sont limitées, que notre équipement est limité? D'abord, je vais vous dire, pour l'équipement, là, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, on va s'assurer que tout le monde a les masques de procédure nécessaires. On s'assure déjà qu'on fait ça. Et je revisais encore la question avec le sous-ministre là, aujourd'hui. Tout est fait pour que le personnel ait le matériel, les masques de procédure. D'ailleurs, notre situation s'améliore là, au niveau de la disponibilité de ce matériel-là. Donc, on veut que tout le monde en ait, puis on connaît là, la façon de les utiliser. Alors, pour les CHSLD et pour l'ensemble, le déploiement, il va se faire certainement au niveau des CHSLD où est-ce qu'il y a une éclosion. Il faut aller là en priorité. On est déjà là. Il faut ajouter du personnel. Mais on va le faire aussi dans les autres CHSLD parce qu'il faut faire de la prévention. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter du personnel dans tous les CHSLD parce qu'il faut prévenir. Il faut déjà organiser tous les CHSLD pour que la même équipe soit dédiée par unité et certainement par établissement. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Je vais rester sur le même sujet parce qu'il y a des interrogations de la part de tout le personnel soignant. Quand va se faire le déploiement
les compétences qui vont être demandées, parce qu'il y a des gens que vous transférez qui n'ont pas les compétences pour travailler auprès des personnes âgées. Vous avez parlé d'équipement, mais il semble que ça ne soit pas disponible encore. Et est-ce que nos CHSLD et nos résidences pour personnes âgées sont rendues nos bateaux de croisière? C'est notre mission prioritaire, les CHSLD puis les résidences pour personnes âgées. Alors, encore une fois, on s'assure que tout le monde ait l'équipement de protection et on va déployer le nombre nécessaire de personnel dans tous les CHSLD. D'ailleurs, on fait appel à des personnes qui viennent du réseau, oui, qui sont formées, oui, mais on va aussi faire appel à des personnes qui ne sont pas nécessairement formées de façon spécifique pour les soins aux personnes âgées, mais qui peuvent faire d'autres tâches. Moi, je pense que c'est certainement possible. Depuis le début de la crise, on est assez créatif, mais on va mettre, évidemment, les gens dans des situations sécuritaires. On va avoir des équipes bien formées qui vont coacher, qui vont s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art, mais on va aussi faire appel à des gens qui n'ont pas nécessairement une formation spécifique pour intervenir auprès des personnes âgées. C'est nécessaire de le faire maintenant et elles vont beaucoup aider. En sous-question? Les conservateurs, M. Legault, veulent retourner siéger aux communes. Ils en font une condition pour l'adoption de la subvention salariale aux entreprises. Est-ce que vous craignez des retards? Bien, écoutez, c'est un enjeu qui relève du gouvernement fédéral. Je pense que tout le monde doit comprendre l'urgence d'aider autant les individus que les entreprises. Donc, moi, je fais confiance au bon jugement de tous les partis politiques qui sont à Ottawa. Merci. Maintenant, question de Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. D'abord, une question pour Dr. Arruda. Donc, on entend que les courbes sont encourageantes, que les chiffres pourraient nous envoyer vers une belle saison douce. Comment s'annonce l'été? Comment les gens qui voudront fréquenter éventuellement des terrasses, des parcs, si la tendance se maintient, est-ce que ce sera possible? Puis, les vacances, par exemple? Écoutez, vous avez entendu ce que le premier ministre a dit, c'est-à-dire oui, on va redonner de l'espoir. Oui, il y a une activité qui doit recommencer parce qu'on ne peut pas rester en confinement ad vitam aeternam, mais la question du 2 mètres va rester quand même un élément important. Les rassemblements intensifs vont demeurer un problème parce que tant qu'on n'aura pas plus d'informations sur combien de proportions des gens sont immunisés, on est à risque de faire réapparaître des éclosions. Puis on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où encore à l'automne, on doit reconfiner. Dans le fond, je pense qu'on va réouvrir le robinet progressivement en essayant de ne pas revenir en arrière, mais de le rester réouvert. Mais ça va prendre des règles pour les entrepreneurs, pour les municipalités, pour tout le commerce, etc. Je pense qu'on va devoir vivre autrement jusqu'à temps qu'on pense que le virus ne va pas réémerger. Ma deuxième question est pour Mme McCann. On a des échos de beaucoup de gestionnaires de propriétaires de résidences pour personnes âgées dans plusieurs régions du Québec. Ces propriétaires-là ont mis en place des règles très strictes, un protocole pour que les professionnels qui viennent sur place donner des services doivent donc passer à travers une sorte de SAS, doivent mettre leurs effets personnels de côté, un sarrau, signer un registre. Or, il y a beaucoup de préposés et des gens du service des CLST, par exemple, qui refusent de suivre les consignes. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu les consignes et des directives du CIS ou du CIUS pour se conformer. Donc, ils refusent de se conformer à ces règles-là mises en place par des résidences où il n'y a même pas de cas actuellement et on ne veut pas justement en importer. Oui. Bien, écoutez, moi, je vais dire dans un premier temps que je salue les résidences personnes âgées qui se mobilisent pour vraiment s'assurer que ce soit un environnement qui est très, très protecteur. Et je prends bien note de votre commentaire. Moi, ce n'est pas venu à mes oreilles, mais c'est là l'importance que dans chaque région du Québec, on ait le lien avec les résidences personnes âgées. C'est ce qu'on fait normalement. Mais s'il y a ce genre de situation, je suis certaine qu'on va trouver une façon de s'entendre et de vraiment bien faire les choses. Alors, j'en prends note et on va faire un suivi